Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des considérations stratégiques et les indicateurs de performance qui influent les décisions à enjeux élevés et qui seront analysés tout particulièrement au niveau du F-35 et du Rafale. Les décisions d'acquisition de défense, notamment pour les avions de chasse comme le Rafale et le F-35, sont influencées par une multitude de considérations stratégiques et d'indicateurs de performance. Voici une analyse des principaux facteurs qui jouent un rôle crucial dans ces décisions à enjeux élevés. Des considérations stratégiques avec par exemple l'interopérabilité et des alliances, l'OTAN et alliances bilatérales. Les pays membres de l'OTAN ou ayant des alliances bilatérales fortes comme avec les États-Unis peuvent privilégier le F-35 pour assurer une meilleure interopérabilité avec les forces américaines. Cela inclut la compatibilité des systèmes de communication et de gestion du champ de bataille. Autonomie et souveraineté. La France, en tant que nation souveraine, peut préférer le Rafale pour maintenir son autonomie stratégique et son industrie de défense. Il y a aussi les politiques de défense nationale, la doctrine militaire. Les doctrines militaires nationales influencent les choix d'acquisition. Par exemple, une doctrine axée sur la projection de puissance peut favoriser un avion comme le F-35, tandis qu'une doctrine axée sur la défense territoriale peut privilégier le Rafale. Il y a aussi les menaces perçues, les menaces spécifiques perçues par un pays. Par exemple, la menace aérienne, les missiles balistiques influent les choix de capacités nécessaires. Il y a aussi les indicateurs de performance, les capacités techniques, la furtivité. Le F-35 est souvent préféré pour sa furtivité avancée, qui est cruciale pour les missions de pénétration profonde et de suppression des défenses aériennes ennemies. Il y a aussi le multirôle, le F-35 existe en 3 variantes, le F-35A, le F-35B, le F-35C, ce qui lui permet de répondre à une variété de missions et d'environnements opérationnels. Le Rafale, bien qu'il soit également un avion multirôle, n'a pas cette même flexibilité en termes de variantes. Il y a aussi le système de gestion de bataille. Le F-35 est équipé d'un système de gestion de bataille avancé qui intègre des capteurs et des systèmes de communication sophistiqués, améliorant ainsi la conscience situationnelle et la coordination sur le champ de bataille. Le coût du soutien logistique, les coûts d'acquisition et de maintenance, les coûts initiaux et les coûts de maintenance à long terme sont des facteurs cruciaux. Le F-35 a souvent des coûts unitaires élevés, mais ces coûts tendent à diminuer avec l'augmentation de la production. Quant au soutien logistique, le F-35 bénéficie d'un soutien logistique et d'une chaîne d'approvisionnement bien établie, ce qui peut être un avantage pour les forces armées qui cherchent à minimiser les coûts opérationnels à long terme. Performance opérationnelle, maniabilité et performance au combat aérien. Le Rafale est souvent loué pour sa maniabilité et ses performances en combat aérien, ce qui peut être un avantage dans certains scénarios de conflit. Charge utile et rayon d'action, la capacité à transporter des armes et des carburants ainsi que le rayon d'action sont des indicateurs clés de performance. Le F-35 a souvent un avantage en termes de charge utile interne en raison de sa conception furtive. Il y a ensuite les facteurs économiques et industriels, ça a un impact économique, emploi et industrie nationale. Les décisions d'acquisition peuvent être influencées par l'impact sur l'emploi et l'industrie nationale. Par exemple, l'achat du Rafale peut soutenir l'industrie de défense française. L'achat de F-35 peut soutenir l'industrie des autres pays puisque Lockheed Martin fabrique des cellules par exemple en Allemagne et les ailes en Italie et l'assemblage des F-35 européens se fait en Italie, bien entendu avec des pièces américaines principalement. Le transfert de technologie, les accords de transfert de technologie peuvent être un facteur décisif, surtout pour les pays cherchant à développer leurs propres capacités industrielles de défense. Il y a ensuite les financements et les aides, les conditions financières. Les conditions financières offertes par les fabricants, y compris les prêts à un taux préférentiel et les garanties de financement, peuvent influencer les décisions d'achat. Les subventions et les aides, les subventions gouvernementales et les aides financières peuvent également jouer un rôle dans la décision finale. Pour conclure, je pourrais dire que les décisions d'acquisition de défense sont complexes et multifactorielles. Les considérations stratégiques, les indicateurs de performance technique et opérationnelle, ainsi que les facteurs économiques et industriels jouent tous un rôle crucial. Le choix entre le Rafale et le F-35A
dépendra donc des priorités spécifiques et des contextes nationaux de chaque pays. Alors, c'est une illusion de l'unité européenne. Pourquoi la défense diverge? L'illusion de l'unité européenne en matière de défense est un sujet complexe qui touche à travers plusieurs aspects politiques, économiques, historiques et stratégiques. Et voici quelques raisons pour lesquelles la défense en Europe tend à diverger plutôt qu'à s'unifier. Il y a par exemple, premièrement, l'histoire de la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, c'est l'indépendance stratégique. Chaque pays européen a ses propres priorités de sécurité et ses propres menaces perçues. Cette indépendance stratégique conduit souvent à des choix différents en matière d'acquisition d'équipements militaires et de doctrine de défense. C'est aussi la mémoire historique, les expériences historiques, notamment les guerres mondiales et les occupations, influencent profondément les politiques de défense nationale. Par exemple, la France et le Royaume-Uni ont des approches différentes en raison de leur histoire coloniale et de leur rôle dans les conflits mondiaux. Il y a aussi les intérêts économiques et industriels, l'industrie de défense, la compétition industrielle. Les industries de défense nationales sont souvent protégées et soutenues par les gouvernements. La compétition entre ces industries peut entraîner des divergences dans les choix d'équipements et de technologies. Les emplois et l'économie locale, les décisions d'acquisition de défense sont souvent influencées par l'impact sur l'emploi et l'économie locale. Les gouvernements peuvent privilégier les équipements produits nationalement pour soutenir leur industrie de défense. Il y a enfin les alliances et les partenariats, l'OTAN et l'Union européenne. Le rôle de l'OTAN, de nombreux pays européens sont membres de l'OTAN et voient cette alliance comme la principale garantie de leur sécurité. Cela peut conduire à des divergences avec les initiatives de défense de l'Union européenne. Initiatives de défense de l'Union européenne, les initiatives de défense de l'Union européenne comme la coopération structurée permanente, la PESCO et le Fonds européen de la défense visent à renforcer la capacité de défense européenne, mais elles font face à des résistances et à des divergences entre les États européens. Quatrièmement, la politique de défense nationale avec les doctrines et les stratégies. La doctrine militaire. Les doctrines militaires nationales varient considérablement, influençant les choix technologiques d'équipement. Par exemple, un pays peut privilégier la défense territoriale, tandis qu'un autre peut se concentrer sur la projection de puissance. Les menaces perçues varient également, avec certains pays se concentrant sur la menace russe, tandis que d'autres peuvent être préoccupés par le terrorisme et les migrations. Il y a aussi, cinquièmement, le financement et les ressources. Le budget de la défense, des dépenses de défense, les budgets de défense varient considérablement entre les pays européens. Certains pays comme la France et le Royaume-Uni ont des budgets de défense plus élevés et peuvent se permettre des investissements plus importants dans des équipements avancés. Les ressources humaines et matérielles. Les ressources humaines et matérielles disponibles influencent également les capacités de défense. Les pays avec les ressources limitées peuvent avoir des priorités différentes en matière de défense. Sixièmement, la coopération et la coordination. Les défis de la coopération, la coordination politique. La coordination politique entre les pays européens est souvent difficile en raison des intérêts nationaux divergents. Les décisions de défense nécessitent souvent un consensus qui peut être difficile à atteindre. L'interopérabilité des équipements et des systèmes de défense est un défi majeur. Les différences entre les normes et aussi les technologies peuvent rendre la coopération difficile. Pour conclure, l'illusion de l'unité européenne en matière de défense est le résultat de différents facteurs historiques, économiques, politiques et stratégiques. Les intérêts nationaux, les industries de défense, les alliances et les menaces perçues contribuent tous à la divergence des politiques de défense en Europe. Pour surmonter cette différence, une coopération accrue, une coordination politique renforcée et des initiatives communes sont nécessaires. Cependant, ces efforts doivent respecter les souverainetés nationales et les priorités stratégiques de chaque pays. Alors, la diversité des menaces sécuritaires et des intérêts nationaux de l'Europe engendre des besoins de défense uniques. La diversité des menaces sécuritaires et des intérêts nationaux en Europe
conduit effectivement à des besoins de défense uniques pour chaque pays. Cette diversité est le résultat des facteurs géographiques, historiques, politiques et économiques. Voici mon analyse des principales menaces et intérêts nationaux qui menacent les besoins de défense en Europe. Tout d'abord, les menaces sécuritaires. Menaces russes, frontière Est. Les pays de l'Europe de l'Est comme la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie perçoivent la Russie comme une menace majeure en raison de son comportement agressif et ses actions en Ukraine et en Géorgie. Ces pays privilégient des capacités de défense terrestre et aérienne pour dissuader et répondre à une éventuelle agression. Il y a aussi les cybermenaces. La Russie est également perçue comme une menace majeure en matière de cyberattaques, ce qui pousse les pays européens à investir dans la cybersécurité et la défense contre les cybermenaces. Il y a ensuite le terrorisme. Les menaces terroristes, les pays comme la France, l'Espagne, le Royaume-Uni ont été ciblés par des attaques terroristes et perçoivent le terrorisme comme une menace majeure. Ces pays investissent dans des capacités de renseignement, de surveillance et de réponse rapide pour lutter contre le terrorisme. Stabilité régionale. Les pays méditerranéens comme l'Italie et l'Espagne sont également préoccupés par l'instabilité dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui peut entraîner des flux migratoires massifs et des menaces terroristes. Les menaces hybrides. La guerre de l'information, les menaces hybrides, y compris la désinformation et la manipulation de l'information, sont d'une préoccupation croissante dans tous les pays européens. Ces menaces nécessitent des capacités de renseignement et de contre-propagande. Ingérence étrangère. L'ingérence étrangère, notamment par des acteurs étatiques comme la Russie et la Chine, est une menace croissante. Les pays européens investissent dans des capacités de cybersécurité et de contre-ingérence. Deuxièmement, les intérêts nationaux, la souveraineté et l'indépendance. L'indépendance stratégique. La France, par exemple, met un fort accent sur l'indépendance stratégique et la capacité à agir de manière autonome. Cela se traduit par des investissements dans des capacités de projection et de puissance, comme les porte-avions et les forces spéciales. La neutralité. La Suède et la Finlande, bien qu'ayant récemment rejoint l'OTAN, ont historiquement maintenu une position de neutralité. Elles investissent dans des capacités de défense territoriale et de survie autonome. L'économie et l'industrie de défense, le soutien à l'industrie nationale. De nombreux pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont des industries de défense importantes qu'ils cherchent à soutenir. Cela influence les choix d'acquisition et de développement de nouveaux équipements. Les emplois et la croissance économique. Les décisions d'acquisition de défense sont souvent influencées par l'impact sur l'emploi et la croissance économique. Les gouvernements peuvent privilégier les équipements produits nationalement pour soutenir leur industrie de défense. Il y a ensuite les alliances et les partenariats. L'OTAN, les pays membres de l'OTAN voient cette alliance comme la principale garantie de leur sécurité. Ils investissent dans des capacités qui sont interopérables avec les forces de l'OTAN. L'Union européenne, les initiatives de défense de l'Union européenne comme la coopération structurée permanente PESCO et le Fonds européen de la défense visent à renforcer les capacités de défense européennes. Cependant, ces initiatives font face à des résistances et des divergences entre les pays européens. Il y a aussi la géographie et l'environnement, les frontières et les zones maritimes, la défense terrestre. Les pays avec de longues frontières terrestres comme la Pologne et la Roumanie investissent dans des capacités de défense terrestre pour protéger leurs frontières. La défense maritime, les pays avec une vaste zone maritime comme le Royaume-Uni et la France investissent dans des capacités de défense maritime, y compris des navires de guerre et des sous-marins. Il y a aussi le climat et l'environnement, les opérations en conditions extrêmes. Les pays nordiques, comme la Norvège et la Finlande, investissent dans des capacités de défense adaptées aux conditions climatiques extrêmes, comme les opérations en hiver et en Arctique. Pour conclure, la diversité des menaces sécuritaires et des intérêts nationaux en Europe conduit à des besoins de défense uniques pour chaque pays. Ces besoins sont influencés par des facteurs géographiques, historiques, politiques et économiques. Pour répondre à ces défis, les pays européens doivent continuer à adapter leurs capacités de défense et à coopérer lorsque cela est possible, tout en respectant leur souveraineté nationale et leurs priorités stratégiques. Alors, quel est l'héritage historique du protectionnisme industriel et qui freine les achats conjoints? L'héritage historique du protectionnisme industriel en Europe
est un facteur significatif qui freine les achats conjoints de matériel de défense. Ce protectionnisme est enraciné dans des décennies de politiques nationales visant à protéger et à développer des industries de défense locales. Voici quelques raisons pour lesquelles cet héritage historique pose des défis aux efforts de coopération en matière d'acquisition de défense. Premièrement, la protection des industries nationales, l'emploi et l'économie locale. Avec l'emploi, les industries de défense sont souvent des employeurs majeurs dans de nombreux pays européens. Les gouvernements sont réticents à abandonner ces emplois au profit d'achats conjoints qui pourraient bénéficier à d'autres pays. L'économie locale, les industries de défense contribuent également de manière significative à l'économie locale. Les gouvernements cherchent à protéger ces contributions économiques. Technologie et innovation, transfert de technologie. Les pays sont souvent méfiants à l'égard des transferts de technologie vers d'autres nations, craignant de perdre leur avantage technologique. L'innovation. Les industries de défense nationale sont souvent à la pointe de l'innovation. Les gouvernements cherchent à maintenir cette position en soutenant leur industrie locale. Deuxièmement, la souveraineté et l'indépendance stratégique. Indépendance stratégique, l'autonomie. Les pays européens valorisent leur autonomie stratégique et leur capacité à agir de manière indépendante. Les achats conjoints peuvent être perçus comme une perte de cette autonomie. La souveraineté. La souveraineté nationale est un principe fondamental en Europe. Les décisions d'acquisition de défense sont souvent prises dans le cadre de cette souveraineté, ce qui peut entraver la coopération. Troisièmement, la compétition industrielle, les concurrences nationales, la compétition. Les industries de défense nationale sont souvent en concurrence les unes avec les autres. Cette compétition peut rendre difficile la coopération et les achats conjoints. La subvention et les aides. Les gouvernements offrent souvent des subventions et des aides à leur industrie de défense nationale, ce qui peut rendre les produits nationaux plus compétitifs que par rapport aux produits étrangers. Quatrièmement, l'histoire et la mémoire collective, les expériences historiques. Guerre mondiale. Les expériences de guerre mondiale ont laissé des cicatrices profondes et ont renforcé le besoin de protéger les industries nationales. L'occupation et le conflit. Les occupations et les conflits passés ont également renforcé le besoin de souveraineté et d'indépendance stratégique. Cinquièmement, les politiques de défense nationale. Les doctrines et stratégies, les doctrines militaires. Les doctrines militaires nationales varient considérablement, influençant les choix d'équipement et de technologie. Les achats conjoints peuvent ne pas toujours correspondre à ces doctrines. Menaces perçues. Les menaces perçues varient également avec certains pays se concentrant sur la menace russe, tandis que d'autres peuvent être préoccupés par le terrorisme ou les migrations. Sixièmement, le défi de la coopération. La coopération, la coordination politique, le consensus. La coordination politique entre les pays européens est souvent difficile en raison des intérêts nationaux divergents. Les décisions de défense nécessitent souvent un consensus qui peut être difficile à atteindre. L'interopérabilité. L'interopérabilité des équipements et des systèmes de défense est un défi majeur. Les différences dans les normes et les technologies peuvent rendre la coopération difficile. Pour conclure, l'héritage historique du protectionnisme industriel en Europe pose des défis significatifs aux efforts de coopération en matière d'acquisition de défense. Les préoccupations concernent la protection des emplois, l'économie locale, la souveraineté et l'indépendance stratégique, ainsi que la compétition industrielle sont d'autant de facteurs qui prennent les achats conjoints. Et oui, pour surmonter ces défis, une coopération accrue, une coordination politique renforcée et des initiatives communes sont nécessaires. Cependant, ces efforts doivent respecter les souverainetés nationales et les priorités stratégiques de chaque pays. Alors, les pressions politiques et la création d'emplois nationaux priment souvent sur la performance pure. Les pressions politiques et la création d'emplois nationaux sont effectivement des facteurs qui peuvent primer sur la performance pure dans des décisions d'acquisition de défense en Europe. Ces considérations sont souvent influencées par une dynamique politique et interne, des impératifs économiques et des priorités stratégiques. Voici une analyse plus détaillée de ces facteurs. Premièrement, la pression politique, la stabilité politique, le soutien populaire. Les gouvernements cherchent souvent à maintenir le soutien populaire en créant des emplois et en soutenant les industries locales. Les décisions d'acquisition de défense peuvent être influencées par le besoin de montrer des résultats concrets aux électeurs. Pression des lobbyistes.
Les industries de défense sont souvent des lobbyistes puissants qui influencent les décisions politiques. Ces lobbyistes peuvent faire valoir les avantages économiques et stratégiques des acquisitions locales, nationales. Les considérations électorales, les cycles électoraux. Les décisions d'acquisition de défense peuvent être influencées par des cycles électoraux. Les gouvernements peuvent être tentés de prendre des décisions qui maximisent les avantages politiques à court terme, même si cela signifie de compromettre la performance pure. Les promesses de campagne. Les promesses de campagne peuvent également jouer un rôle. Les politiques peuvent être contraintes à respecter les engagements pris lors de campagnes électorales, même si ces engagements ne sont pas toujours alignés avec les besoins de défense optimaux. La création d'emplois nationaux, les impacts économiques, l'emploi avec les industries de défense sont souvent des employeurs majeurs. Les gouvernements cherchent à protéger les emplois pour maintenir la stabilité économique et sociale. Les chaînes d'approvisionnement. Les décisions d'acquisition de défense peuvent avoir un impact significatif sur les chaînes d'approvisionnement locales. Les gouvernements peuvent privilégier les équipements produits nationalement pour soutenir les chaînes d'approvisionnement. Il y a aussi le développement régional, la répartition géographique. Les décisions d'acquisition de défense peuvent être influencées par le besoin de développer certaines régions. Les gouvernements peuvent choisir des projets qui bénéficient à des régions spécifiques pour équilibrer le développement économique. Innovation et recherche. Les industries de défense nationale sont souvent à la pointe de l'innovation et de la recherche. Les gouvernements peuvent chercher à maintenir cette position en soutenant des industries. Troisièmement, la souveraineté et l'indépendance stratégique. Autonomie. Les pays européens valorisent leur autonomie stratégique et leur capacité à agir de manière indépendante. Les achats conjoints peuvent être perçus comme une perte de cette autonomie. Souveraineté. La souveraineté nationale est un principe fondamental en Europe. Les décisions d'acquisition de défense sont souvent prises dans le cadre de cette souveraineté, ce qui peut entraver la coopération. La compétition industrielle. Avec les concurrences nationales, la compétition, les industries de défense nationale sont souvent en concurrence les unes avec les autres. Cette compétition peut rendre difficile la coopération et les achats conjoints. Subventions et aides. Les gouvernements offrent souvent des subventions et des aides à leur industrie de défense nationale, ce qui peut rendre les produits nationaux plus compétitifs par rapport aux produits étrangers. Les défis de la coopération, la coordination politique, le consensus, l'interopérabilité. Pour conclure, les pressions politiques et la création d'emplois nationaux sont des facteurs cruciaux qui peuvent primer sur la performance pure dans les décisions d'acquisition de défense en Europe. Ces considérations sont souvent influencées par des dynamiques politiques internes, des impératifs économiques et des priorités stratégiques. Pour surmonter ces défis, une coopération accrue, une coordination politique renforcée et des initiatives communes sont nécessaires. Cependant, ces efforts doivent respecter les souverainetés nationales et les priorités stratégiques de chaque pays. Alors, vous allez me dire, que pensons-nous de cet écosystème imbattable de F-35 qui est bien plus qu'un avion? Le F-35, produit par Lockheed Martin, est souvent décrit comme bien plus qu'un simple avion de chasse. Il représente un écosystème complet qui inclut de vastes technologies, des capacités de connectivité, des systèmes de gestion de bataille et un soutien logistique étendu. Et voici quelques aspects clés qui font du F-35 un système de défense intégré et imbattable. La technologie de furtivité, la conception furtive, la réduction de la signature radar. Le F-35 est conçu pour minimiser sa signature radar, ce qui le rend difficile à détecter par les systèmes de défense ennemis. Cette furtivité est cruciale pour les missions de pénétration profonde et la suppression des défenses aériennes. Des matériaux avancés. L'avion utilise des matériaux avancés qui absorbent ou dispersent les ondes radar, réduisant ainsi sa visibilité. Deuxièmement, les systèmes de gestion de bataille avancés. La connectivité et le partage des données. Le système de gestion de bataille, le F-35, est équipé d'un système de gestion de bataille avancé qui intègre des capteurs et des systèmes de communication sophistiqués. Cela permet au F-35 de partager des informations en temps réel avec d'autres avions de systèmes de défense, améliorant ainsi la conscience situationnelle et la coordination sur le champ de bataille. L'interopérabilité, le F-35 est conçu pour être interopérable avec des systèmes de défense des alliés, ce qui renforce les capacités de coordination et de coopération. Les capacités multirôles, les variantes et flexibilité.
3 variantes, hein, comme je l'ai déjà expliqué. Le F-35 possède 3 variantes, le F-35A, le F-35B, le F-35C. La polyvalence, hein. Le F-35 peut effectuer une large gamme de missions, y compris la supériorité aérienne, les frappes de précision, la reconnaissance et le soutien aérien rapproché. Il y a aussi donc le soutien logistique et la maintenance, la chaîne d'approvisionnement et de maintenance, avec le soutien logistique, mais aussi la maintenance prédictive. L'avion est équipé de systèmes de maintenance prédictive qui permettent de détecter les principaux problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent critiques, réduisant ainsi le temps d'immobilisation et les coûts de maintenance. Il y a une innovation continue avec les mises à jour et des améliorations, des alliances et exportations, et puis la formation et l'entraînement avec des simulateurs de vol, des programmes de formation. Donc pour conclure, le F-35 est bien plus qu'un avion de chasse. Il représente un écosystème complet qui inclut des technologies avancées, des capacités de connectivité, des systèmes de gestion de bataille et un soutien logistique étendu. Ces éléments font du F-35 un système de défense intégré et imbattable, capable de répondre à une variété de missions et d'environnements opérationnels. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.